Bonjour à tous, au nom de Hervé Lemoine, le président du Mouvement national, je vous souhaite la bienvenue pour ce renouveau des rencontres des Gobelins 2022-2023. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir au sein du Mouvement national, évidemment, mais aussi à ces rencontres, avec aujourd'hui, pour débuter en fanfare, si je puis dire, et voyager avec les trains, voyager avec un imaginaire de l'Orient Express notamment. Et nous avons donc ce plaisir d'avoir des intervenants qui vont, j'espère, vous faire rêver. Tout de suite, on commence et je cède la parole à Pierre Saner pour la présentation des intervenants. Et très bonne soirée, à tout à l'heure. Merci beaucoup Marc. Merci beaucoup à vous d'être parmi nous. Marc l'a dit, c'est une conférence placée sous le signe du voyage, du moins c'est dans ce voyage que l'on vous invite. Un voyage dans le temps, un voyage donc dans l'histoire, puisque vous le savez, l'Orient Express, on en reparlera un tout petit peu, mais ce sera complété par la suite, date de 1883, s'arrêter vers 1977, donc c'est un voyage dans l'histoire que l'on propose. L'histoire du début du 19e siècle, de ses fracas, de ses tourments, de la fin de l'Empire ottoman notamment, et probablement jusqu'à aujourd'hui. C'est également consacré cette séance en Orient Express, c'est évidemment évoquer les mythes. Alors normalement, il paraît que et Jean-Pierre Villot aimablement me l'a rappelé en aparté de cette séance, les mythes, si on les évoque, en tout cas on n'en parle pas. Et pourtant, on va essayer de le faire un tout petit peu aujourd'hui, évoquer les mythes, et évoquer aussi les grandes personnalités. L'Orient Express, on le sait, dans la littérature, c'est évidemment Agatha Christie et Hercule Poirot. C'est aussi Graham Greene, dont le titre en anglais, Stamboul Train, était titré Orient Express dans sa version française. C'est évidemment le cinéma avec James Bond, et puis on verra avec Jean-Pierre Villot que c'est cette histoire de l'alimentation ferroviaire, ou cette histoire de la restauration ferroviaire est très présente aussi dans le cinéma. Moi j'ai en tête une autre scène qui est celle de la mort aux trousses, avec Cary Grant, magnifique, et Eva Marissan, sainte, absolument hypnotique. Donc c'est aussi ça, l'histoire de manger en regardant le paysage, et donc de l'histoire ferroviaire de cette sorte de gastronomie en mobilité. Ça aurait été aussi de parler de contrées comme Alep, Bassora, Bagdad, Mossoul, qui aujourd'hui sont des espaces meurtris et qui pourtant étaient des espaces exotiques, au moins au moment de la création et des premiers voyages de l'Orient Express. Si vous invitez un voyage au pays des patrimoines, de ce patrimoine tangible ou matériel, évidemment, et puis de ce patrimoine immatériel, avec l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, de l'excellence qu'a représenté l'Orient Express, avec sublimation des métiers d'art, le faste des décors. Tout cela sera évoqué par la suite, les marqueteries de René Lalique, les motifs qui avaient été dessinés par sa fille. C'est un sujet que l'on complétera dans d'autres occasions. Et puis c'est aussi une forme d'excellence, ou en tout cas d'adaptation de l'art culinaire, de cette marque de l'excellence française qui était l'Orient Express, et qui a été évoqué récemment lors d'une exposition que vous aviez peut-être vue à l'Institut du monde arabe, au cours de laquelle Jack Lang, le président de l'Institut du monde arabe, et Guillaume Pépi, président de la SNCF, avaient dit c'est probablement l'une des plus belles marques de l'excellence française, puisqu'on y retrouve tout ce qui fait effectivement une sorte d'art de vivre à la française. C'était important de pouvoir le présenter ici au Mobilier National, en lien aussi avec cet art décoratif de la table. Pour en parler, donc, comme l'a dit Marc Barrière tout à l'heure, autour de nous, deux brillants intervenants, par ordre d'intervention. À ma droite, Jean-Pierre Villot. Jean-Pierre Villot, vous êtes professeur à Sorbonne Université. Vous êtes professeur d'histoire économique et contemporaine, avec des champs de recherche assez vastes, mais surtout sur les acteurs et les processus d'innovation dans les entreprises, et aussi les modes de consommation en matière d'énergie gazière, mais surtout, c'est ce qui nous applique aujourd'hui, des chemins de fer et de l'alimentation. Vous êtes l'auteur de beaucoup d'ouvrages, ou d'ouvrages que vous avez dirigés. J'ai en tête, pour ceux que ça intéresse, une histoire de l'alimentation, que sais-je, avec Gilles Fumet. Et puis, directement en lien avec votre intervention de ce soir, les mobilités alimentaires, restauration et communication dans l'espace des chemins de fer en France, 19e et 21e siècle.
Par la suite, et là c'est aussi un grand plaisir de pouvoir, j'allais dire, illustrer ou compléter la communication de Jean-Pierre Villot. Nous avons la chance d'avoir presque en voisine, puisque vous êtes à la BNF, Isabelle Degrange. Donc Isabelle, vous êtes chargée des collections en gastronomie, physique, chimie au département des sciences et techniques de la Bibliothèque nationale de France, diplômée de Sciences Po. Vous avez rejoint en 2010 la BNF en adjointe au chef de service des éditions. Je crois que vous avez notamment participé à l'édition de Palais Royal, donc d'un agenda gourmand aussi, et de Palais Royal à la table des rois. Pour mémoire, c'était aussi avec une préface de quelqu'un voilà, qui était le chef cuisinier du Grand Véfour, Guy Martin. Et puis surtout, et c'est ce dont vous allez aussi nous parler, vous avez participé, accompagné la mise en ligne d'une véritable bible en matière de patrimoine gourmand, du patrimoine gourmand de la bibliothèque numérique au sein de cette plateforme Gallica. Un vrai trésor, et effectivement vous verrez, pas uniquement pour les chercheurs, pour l'ensemble des curieux et amateurs de ces sujets. Donc nous démarrons tout de suite avec Jean-Pierre Villot, et là je laisse effectivement le soin de prononcer avec l'accent qui sied à chacune des langues qui sont proposées là, le mythe alimentaire voiture-restaurant. À vous, cher Jean-Pierre. Merci beaucoup de cette très aimable présentation, et puis donc bonjour à toutes et à tous. Et merci de constituer l'auditoire de ces conférences ce soir. Alors effectivement, le titre de la communication, donc Dining Car, Speisewagen, Carrozza-Restaurant ou voiture-restaurant, c'est évidemment ce que chacun peut avoir en tête lorsque l'on observe la voiture de l'Orient Express, et en particulier la voiture, parce que c'est un service absolument indispensable qui, pour chacun des voyageurs, est devenu une sorte de mythe, d'aspiration à pouvoir aller dîner, tout en parcourant des horizons et des régions extrêmement différentes. Le propos de ce soir, pour cette première approche, c'est de souligner d'abord la dénomination internationale qui est propre à la Compagnie internationale des wagons-lits, dénomination internationale sur l'ensemble des réseaux et l'ensemble des parcours de cette compagnie, et a fortiori pour l'Orient Express. Et ça transparaît dans le titre que j'ai donné à ma communication. Chacun connaît toutes les dénominations de l'Orient Express, du Simplon Venice Express, du Londres Calais Nice, du Riviera Express, etc. Toutes ces lignes qui ont fait rêver un certain nombre de voyageurs ont trouvé leur correspondance dans la littérature, dans la presse, dans le cinéma. Chacun de ces arts ou chacune de ces disciplines en a propagé l'image. Donc on a spontanément une vision de cette image. Et dans le titre, on retrouve tout ce qui fait cette vision, c'est-à-dire la présomption et l'intérêt d'un parcours transnational. L'Orient Express, c'est d'abord un train qui traverse un certain nombre de frontières. Ensuite, c'est la probable présence dans le train d'une clientèle internationale par ses voyages, clientèle qui, évidemment, peut croiser des nationalités différentes dans le parcours de l'Orient Express, mais qui se distingue des autres clientèles par le fait d'accomplir des parcours sur de très longues distances et avec des objectifs qui placent ces clientèles systématiquement dans une approche internationale ou transnationale même à la fin du XIXe siècle et dans les années d'entre-deux-guerres, qui donne une spécificité à cette clientèle. Et puis c'est l'assurance d'un service dédié. Et dans l'Orient Express, le service peut être dédié aussi bien au sommeil avec les voitures-lits qu'avec la voiture-restaurant, la nourriture, l'assurance de la nourriture. Ce cadre-là, par sa diffusion, par les images qui y sont associées, a véritablement créé un mythe. Le mythe de l'Orient Express, c'est bien un mythe parce que tous les récits fabuleux qui lui sont associés mettent en scène des acteurs qui sont hors de l'ordinaire pour le commun. C'est finalement ce qui va créer sa distinction par rapport à d'autres lignes. Acteurs hors de l'ordinaire, puisque c'est pour beaucoup qui ne voyagent pas dans ce train l'expression roulante de la fortune,
un certain nombre de magnats industriels qui utilisent l'Orient Express. C'est l'expression de la puissance, qu'elle soit d'argent ou qu'elle soit politique. C'est l'expression de la diplomatie, et un certain nombre d'écrivains ont contribué à cette mise en relief. Et puis surtout, fondamentalement, c'est probablement ce qui maintient le mythe très longtemps, c'est l'intrigue, tout ce qui se joue dans les voitures de l'Orient Express. Bien évidemment, chacun attend le crime, mais il y a aussi des intrigues qui sont peut-être moins frappantes que le crime, mais qui ont des effets beaucoup plus longs, en termes de négociations diplomatiques, par exemple. Alors ce mythe s'est propagé au sujet de la voiture-restaurant, à la fois par le confort qu'elle supposait, mais aussi par l'image que l'on en a gardée dans l'imaginaire, c'est-à-dire celle d'une gastronomie. Et en réalité, on peut se poser la question, peut-être qu'il y a des contre-pieds à prendre par rapport à cette vision de la gastronomie, par rapport à la performance professionnelle qui était faite dans ces voitures-restaurants. Et donc, c'est ces interrogations que je voudrais vous proposer et autour desquelles je voudrais échanger avec vous. Alors, en évoquant en effet le mythe de l'Orient Express, mais aussi en évoquant le cadre et le contexte général dans lequel l'Orient Express s'est placé. Alors, le premier élément que je voudrais mettre en perspective, c'est finalement s'interroger sur les raisons de la naissance du service de restauration dans les grands express. Et donc, on a gardé l'image de la gastronomie dans l'Orient Express, mais en fait, il faut remonter un petit peu en arrière, il faut se replacer un petit peu en avant et saisir pour quelles raisons les trains internationaux, et l'Orient Express en particulier, ont eu une restauration. Alors cette mise en place, en fait, se substitue à des modes d'alimentation qui étaient préétablis dans l'espace ferroviaire et que l'on peut mettre en avant autour de deux grands types de restauration. Ce qui a précédé la voiture-restaurant ou le dining car, c'est en fait le buffet de gare. Alors le buffet de gare, autant l'Orient Express, vous avez une image forcément sympathique ou mythique, autant le buffet de gare, vous en avez une autre image, et vous ne seriez peut-être pas spontanément clientèle du buffet de gare. Et pourtant, certes, il y a le train bleu, vous le voyez d'ailleurs à l'image, dans sa version antérieure. Mais le train bleu, c'est comme l'Orient Express, c'est un mythe. Le développement des buffets a commencé dans les années 1830. Et sur les premiers tronçons de voyage ferroviaire, l'idée c'était d'assurer une captation marchande qui en fait prolongeait une forme de restauration qui existait déjà auparavant, qui était celle des relais de poste, des auberges routières, et dans lesquelles nécessairement les diligences s'arrêtaient pour pouvoir restaurer leurs voyageurs. Alors, dans le cas du chemin de fer, le buffet avait une justification supplémentaire, c'était la nécessité fonctionnelle d'un voyage qui était nécessairement long. Les temps de parcours dans les premières années du chemin de fer, et puis même à la fin du 19e siècle, sont encore relativement des parcours longs. Par exemple, Paris-Strasbourg, c'est 10 heures. Donc ça veut dire qu'il faut évidemment songer à un certain nombre de services. Et puis le chemin de fer, c'est un parcours fermé. Autant la diligence pouvait vaquer d'un lieu à un autre, traverser une ville, passer par un relais, enfin avoir des circuits un petit peu plus souples. Autant le chemin de fer, c'est une ligne qui va d'un point de départ à un point d'arrivée et on est enfermé dans cette ligne. Donc progressivement, l'idée est venue que la restauration des voyageurs devait être intégrée dans le service ferroviaire. Et cette restauration, elle a pu prendre place soit dans les gares au départ ou à l'arrivée, soit éventuellement dans des stations intermédiaires lorsque le train, pour des raisons fonctionnelles ou techniques, devait s'arrêter, soit pour recharger en charbon, soit pour recharger en eau pour la locomotive. Donc cette obligation technique permettait de dégager un petit espace de temps qui offrait la possibilité de faire venir les voyageurs au buffet et de leur proposer une collation quelconque ou une nourriture éventuellement qui était à emporter. Et ces buffets, en réalité, ont été très inégalement appréciés, très souvent critiqués, et vous en avez une illustration sous la plume et le dessin de Daumier, montrant des voyageurs anglais qui
arrivé au buffet de gare sur le chemin de fer du Nord, se précipite pour aller chercher une nourriture. Au besoin, c'est une véritable foire d'empoigne qui caractérise ces premiers buffets. L'idée, c'est bien de se saisir d'une nourriture et de traduire le fait que l'on pouvait être affamé durant ce voyage. Alors, l'idée qui vient spontanément, c'est de se dire, bah oui, mais il suffit d'emporter une nourriture avec soi, sauf que les usages sociaux ne favorisaient pas, évidemment, ce type de comportement. Donc, le buffet était une solution, mais une solution critiquée, finalement, du fait de la promiscuité, du fait d'un temps trop court d'arrêt, ce qui fait qu'aller acheter une soupe qui est brûlante, elle ne peut pas être consommée au buffet, il faut l'emporter, ou en tout cas on n'a pas le temps de la boire, et pourtant on l'a payée, et il faut revenir déjà dans la voiture. Et puis les nourritures qui étaient proposées n'étaient pas forcément du goût de la clientèle, et souvent considérées comme beaucoup trop chères. Donc il y a une vision extrêmement critique des buffets qui prélude à la restauration ferroviaire. Et puis, ces buffets, progressivement, sont devenus tellement utiles que sur tous les réseaux ferroviaires en Europe, ils se sont développés. En France, le nombre maximum de buffets tourne autour de 400 ou 450 buffets dans l'ensemble du réseau français, à la belle époque et encore dans les années 20. Mais cette restauration ne devient véritablement appréciée qu'à partir du moment où certains buffetiers, certains concessionnaires ont fait l'effort de transformer leur table en table gastronomique. Table gastronomique, c'est-à-dire une table qui se distingue par rapport aux autres tables de restauration de la ville, qui offre surtout un avantage particulier, c'est la cave. Quand on prend le livre de cave du buffet de gare de la gare de Lille, le nombre de bouteilles et de crus qui y sont proposés est absolument remarquable. Donc le buffet se distingue par rapport à des restaurants de ville. Il se distingue par rapport à la proposition alimentaire ou la proposition de boisson qu'il peut faire. Et il se distingue éventuellement par des chefs qui rehaussent le niveau gastronomique ou le niveau proposé à la clientèle de passage. Il faut se rappeler qu'au début, les buffets ne sont pas ouverts vers la ville, ils sont seulement ouverts du côté gare et du côté quai. Ils sont donc progressivement une sorte d'assurance pour un certain nombre de voyageurs, soit de pouvoir manger avant de partir, soit de pouvoir manger en arrivant. Et le buffet du PLM à Paris, qui est devenu le mythique Train Bleu, était en réalité l'incarnation de ce buffet de service, c'est-à-dire pour une clientèle, notamment une clientèle internationale, qui se déplaçait vers la Riviera, la possibilité d'être juste en surplomb du quai, donc d'éliminer l'angoisse de rater son train, et d'avoir une table qui était mise pour accueillir cette clientèle internationale qui a des exigences particulières. Donc le buffet de la gare de Lyon, le buffet du PLM à la gare de Lyon, est devenu l'expression en fait des buffets de haut rang. Mais parmi les 400 ou 450 buffets que le territoire français comptait, seuls quelques-uns, pas seulement Lyon, Dijon, Metz, Strasbourg par exemple, étaient des buffets qui étaient relativement réputés. Et puis un certain nombre étaient finalement avec une offre beaucoup plus moyenne, voire beaucoup plus médiocre, et le buffet était à ce moment-là pas réellement destiné à une clientèle internationale, mais plutôt à une clientèle tout venant qui utilisait le chemin de fer. Ce n'est pas propre au territoire français, puisqu'il y a par exemple en Angleterre, le long de tous les parcours, aussi un certain nombre de buffets, et certains sont restés extrêmement célèbres parce qu'ils diffusaient des produits locaux où ils se sont fait une notoriété ou une réputation, par exemple sur des pâtisseries. Et les Banbury Cakes de certains buffets de gare anglais au XIXe siècle avaient une notoriété telle qu'en réalité, la dimension marchande apparaissait bien, puisque c'était des milliers et des milliers de Banbury Cakes qui s'écoulaient chaque fois. Donc le buffet était une première solution, mais insatisfaisante. La seconde solution, c'était d'avoir des nourritures emportées. Alors ces nourritures emportées, en réalité, elles étaient mal considérées parce que absolument pas représentatives ou dignes d'une clientèle et d'un protocole de voyage ou d'un comportement social. Apporter ces nourritures odorantes, fumantes et désagréables pour les voisins faisait très populaire. Donc emporter sa nourriture, ça n'était pas digne d'une clientèle internationale qui était habituée à un certain standing de vie.
Donc la solution a été progressivement de chercher à anoblir cette alimentation que l'on emportait avec soi. Alors par deux voies. La première, c'était de soutenir l'idée que, après que des médecins, dans un premier temps, aient considéré avec un regard très critique le fait que se nourrir en voyage était dangereux pour l'estomac, dangereux pour la digestion, et que l'on avait des risques médicaux, des risques de santé à se nourrir en voyage, parce que la déglutition et la digestion se faisaient mal. Alors, on le voit, nous, de loin, parce qu'évidemment, on est habitué à manger en voyage, sauf que dans le chaos des trains au XIXe siècle et la circulation, les mouvements de la voiture, c'était un basculement permanent, et effectivement, le fait de manger avec ce basculement permanent pouvait être relativement inconfortable. Mais le moyen de valoriser cette nourriture emportée, ça a été d'abord de laisser considérer que finalement, pour certaines personnes, c'était un moyen d'être tranquille. Et le compartiment des dames seules trouvait là un avantage spécifique. Les jeunes femmes qui ne voulaient pas être incommodées ou importunées en allant manger dans le couloir ou en allant éventuellement dans la voiture-restaurant lorsque celle-ci a existé, pouvaient trouver un avantage à emporter leur propre nourriture, éventuellement l'acheter au buffet de gare et puis la consommer dans leur compartiment sans être dérangées. Alors, c'est un clin d'œil à la BNF et à Gallica, qui a des ressources qui, elles aussi, sur Gallica, sont mythiques. Et donc, voilà une des illustrations que l'on peut proposer sur cette nourriture en voyage avec cette jeune dame qui avait son propre panier. Alors surtout, ça permet de regarder le document qui est juste à côté, qui est la présentation dans les années 1880 d'un véritable panier de pique-nique, panier à emporter, qui était destiné à une clientèle en Angleterre relativement élégante, qui avait un certain standing de vie et qui souhaitait garder des manières de table. Alors le document publicitaire montre différents types de paniers, mais spécifie bien, vous ne pouvez pas le lire parce que c'est trop petit, mais spécifie bien que c'est le panier idéal à emporter dans un voyage en chemin de fer. Alors, panier idéal parce qu'il y a la possibilité de restituer des manières de table. Alors, il manque dans la publicité quelque chose, il manque l'alimentation. On voit bien le dispositif relativement élégant avec les assiettes, les couteaux, etc., qui s'inscrit en réalité dans une tradition du pique-nique, même du pique-nique aristocratique depuis le XVIIIe siècle, et qui donne l'illusion d'une forme de confort ou de respectabilité de la façon dont on va manger, mais ça ne nous renseigne absolument pas sur les nourritures. Alors, ces deux modes d'alimentation en voyage étaient finalement peu satisfaisants, et il fallait inventer autre chose. En tout cas, il y avait un service supplémentaire à ajouter. Et ce service supplémentaire fait naître, en réalité, ce qui va devenir la gloire de l'Orient Express et de la compagnie des wagons-lits, c'est l'invention d'un service de restauration dans le train. Alors, il y a deux personnages qui sont vraiment des personnages clés dans cette histoire. C'est Pullman aux États-Unis et Nigel Makers en Belgique et en Europe. Ces deux personnages sont des acteurs majeurs de tout l'écosystème du voyage ferroviaire au XIXe siècle, et ils sont toujours mis en exergue, mais souvent de manière inégalitaire. On insiste systématiquement, notamment quand on évoque l'Orient Express, sur George Nigel Makers. On insiste sur le voyage transcontinental en Europe, en soulignant le rôle qu'il a eu dans la création de la Compagnie internationale des wagons-lits. Et puis on a un petit peu tendance à oublier George Pullman. Et pourtant, Pullman a été celui qui a introduit d'abord aux États-Unis, puis en Angleterre, l'idée d'une voiture de restauration. Cette histoire débute donc plutôt aux États-Unis. La première restauration en train s'est située en 1862 aux États-Unis et dans le New Jersey, juste avant qu'un service de même type, vraiment réservé à quelques clients, ne naisse entre Odessa et Kiev en Russie. Plusieurs compagnies américaines se sont intéressées à cette proposition, et puis Pullman a été vraiment l'acteur déclencheur de ce service, puisqu'en 1867, il a décidé de faire de la voiture restaurant un élément du confort du voyage. Donc c'est vraiment avec une intention spécifique
de valorisation du confort du voyage qu'il conçoit la voiture-restaurant comme le moyen de se dispenser des buffets qui étaient haïs ou de nourriture que l'on ne souhaitait pas emporter parce que les manières de table ne pouvaient pas être restituées. Donc Pullman a développé son affaire aux États-Unis et puis une dizaine d'années plus tard, il a essayé d'obtenir une concession en Grande-Bretagne et l'un des réseaux, le Great Northern, a proposé à Pullman d'insérer dans les convois des buffets sous forme de voitures-restaurants avec un service à la table. L'affaire de Pullman a été perçue comme vraiment une innovation très intéressante et vous avez dans ce document, dans le London Illustrated News, la présentation de ce premier type de voyage. Donc on retrouve les formes de luxe que l'on verra plus tard sur l'Orient Express, c'est-à-dire l'espace, donc l'absence de promiscuité dans la voiture-restaurant, le confort et la mise de la table avec la nappe et avec la vaisselle. Le service à table, donc en réalité, c'est transférer le service domestique de la salle à manger dans la voiture-restaurant. Donc c'est véritablement restituer des pratiques et des manières bourgeoises ou aristocratiques dans le voyage et en mobilité. Et puis c'est la vue qui reste et qui devient un élément d'attraction supplémentaire dans le voyage. C'est-à-dire que non seulement on se déplace, donc il y a une fonction utile, mais en plus on voit des paysages, et en plus on peut consacrer une partie de son temps à s'alimenter et plutôt de manière satisfaisante, a priori. Ça pose le problème d'emblée de savoir comment ce service de restauration va pouvoir fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes techniques qui sont celles de la cuisine, qu'il faut bien loger quelque part. Et donc, dans la voiture de Pullman, on en voit une autre présentation dans la lithographie, on voit bien la cuisine en bout de voiture qui était disposée. Nigel Makers va être parfaitement informé de cette innovation et il a lui-même fait un voyage aux États-Unis où il a pu voir ce qu'était cette restauration en voyage. Il a donc eu l'idée que ce type de service pouvait peut-être, dans le cadre de la compagnie des wagons-lits, trouver une place avec la notion de confort tel que Pullman l'avait conçu, et lui voulait reprendre cette idée. Alors il a voulu introduire une première fois une voiture-restaurant dans un parcours entre la France et l'Allemagne en 1870. C'était pas vraiment une bonne idée parce que l'atmosphère n'y était pas, et donc le projet a échoué, et il lui a fallu attendre quand même quelques années pour pouvoir signer un certain nombre de contrats avec plusieurs compagnies. Et puis finalement, en 1876, les contrats étant signés, il a pu lancer son affaire. Donc en 1879, il a fait un premier essai en Allemagne. Puis en 1880, il a fait construire un wagon qui pouvait répondre aux besoins, c'est-à-dire à la fois accueillir les voyageurs et avoir une cuisine. Le Paris-Lyon-Méditerranée que l'on évoquait tout à l'heure avec son buffet de la gare de Lyon a manifesté son intérêt, en particulier sur un tronçon Marseille-Nice. Et puis, en 1882, et alors on comprend que notre autre collègue qui pouvait évoquer l'Orient Express soit resté dans l'inquiétude de fêter les 140 ans du premier voyage de l'Orient Express avec la voiture-restaurant, puisque c'est précisément le 10 octobre 1882 que la première voiture-restaurant entre Paris et Vienne fait son essai, réussi. Et donc l'enjeu devient à ce moment-là pour Nigel Makers de multiplier l'introduction des voitures-restaurants sur ces différents réseaux. Et l'Orient Express va servir de relais. L'Orient Express, c'est toute l'économie du voyage qui change. D'abord parce que les arrêts au buffet intermédiaire sont supprimés par ce train. Ensuite, parce que la restauration en voyage le permet. Ensuite, parce que l'innovation se fait dans les règles internationales de circulation, l'affranchissement des passeports et l'affranchissement des douanes, l'accélération du temps, le fait, au fur et à mesure que la vitesse commerciale a pu être amplifiée grâce aux performances techniques
Ça a permis, sur le trajet de l'Orient Express, un trajet qui faisait normalement 35 heures, de réduire le temps de parcours de 15%, 6 heures en moins. Donc pour des clients, des voyageurs qui considéraient que le temps, selon l'expression, c'était vraiment de l'argent, ils voyaient aussi dans cette accélération du temps la possibilité de multiplier les activités, et c'était un avantage évidemment très important. Et puis surtout, le service de restauration est devenu l'apanage des voyageurs les plus huppés. Et c'est ce qui a contribué finalement à faire de l'Orient Express un train mythique, parce que justement la clientèle qui se trouvait à bord de ce train était une clientèle dont les exigences par la fortune ou la position sociale laissaient penser que le service qui était proposé était un service haut de gamme. Alors effectivement, l'Orient Express, rejoint par d'autres formes de voyage, a créé une sorte d'image ou de marketing du voyage transcontinental, parce qu'il faisait également rêver. Et alors il faisait rêver par plusieurs aspects. D'abord, le fait qu'il traversait un certain nombre de territoires qui en Europe n'étaient pas forcément des territoires parfaitement stables sur le plan diplomatique. Ensuite, parce que l'Orient Express mettait en communication dans un contexte naissant d'intérêt pour l'orientalisme, un horizon qui pouvait séduire ou qui pouvait paraître à la mode. Et puis l'Orient Express permettait aussi de donner aux voyageurs l'illusion que, à travers les pays et les territoires qu'ils traversaient, il y avait à chaque fois la perception d'un monde différent. Alors cette perception, elle a été mise tout de suite en évidence par un certain nombre d'écrivains, et on peut considérer que l'Orient Express a innové à la fois par le voyage ferroviaire en tant que tel, mais aussi par le style qui était déployé. Alors innovation par le style de deux manières. D'abord par le récit des contemporains, et Edmond About a fait partie de ceux qui ont véritablement lancé le mythe de l'Orient Express. Son récit du voyage inaugural qu'il fait entre Pontoise et Stamboul, c'est la juxtaposition géographique d'une villégiature de banlieue parisienne et de la Sublime Porte à l'autre extrémité de l'Europe. Donc d'un rapprochement qui, géographiquement ou diplomatiquement ou politiquement, ne va pas de soi. Ensuite, parce que lorsqu'il évoque les références gastronomiques, il utilise les superlatifs et il évoque un menu d'un artiste sans rival pour évoquer le cuisinier. Donc évidemment, tous ceux qui n'ont pas goûté cette cuisine mais qui se contentent de la lire au lieu de la consommer, imaginent, fantasment sur les prouesses culinaires qui sont proposées dans l'Orient Express. Et puis il évoque, pour renforcer son idée, le fait que la cuisine soit grande comme une main. Donc il insiste bien sur un aspect qui est absolument fondamental pour créer l'image et l'aura de cette voiture, de ce dining car de l'Orient Express et des grands transcontinentaux. C'est le fait qu'on arrive à servir un menu qui est présenté comme gastronomique avec des conditions techniques qui sont extrêmement compliquées. Et c'est finalement peut-être la prouesse technique qui donne la dimension de ce voyage. Alors il y a cette dimension-là, et puis il y a les évocations que Edmond About égrène au fur et à mesure de son récit, et par exemple suggérer le fait que le ravitaillement alimentaire n'était pas forcément suffisant dans la voiture-restaurant, donc il a fallu compléter en cours de route, il a fallu attendre à Munich pendant un certain temps, mais par exemple en Roumanie on s'est arrêté, on a pu avoir des pêches toutes fraîches, et puis des vins particulièrement agréables. Alors, est-ce que About parlait vraiment de la Roumanie ou est-ce qu'il parlait du Tokaj de Hongrie? Ça, il ne le dit pas. En tout cas, il évoque ce ravitaillement en cours de route qui laisse aussi rêver. Il ne faut pas oublier que les années 1880, ce sont aussi des années qui sont portées par une inflation considérable de récits de voyage.
le récit de voyage est un genre littéraire au XIXe siècle qui est une sorte de géographie ambulante pour des personnes qui ne bougent pas. Et donc le récit, il est parfois réel, mais il est aussi parfois incrusté d'un certain nombre d'imagination ou d'imaginaires, mais qui sont destinés à faire rêver le lecteur. Et les récits sur l'Orient Express participent de cette veine-là. Et puis il y a un autre moyen d'innover par le style, c'est le menu. Alors, non pas le contenu du menu, mais la prestation qui est rendue visible, commercialement rehaussée par la fabrication de ce menu. Alors, un exemple parmi d'autres, tiré des collections de menus de l'entreprise Barilla à Parme, où il y a un centre de documentation où j'ai extrait ce menu. Ce qui est intéressant dans le menu, c'est de voir que la clientèle qui est visée est bien une clientèle de palace. Sur la droite, vous voyez la mention des différents palaces où cette clientèle de voyageurs internationaux peuvent se rendre. Alors l'un des palaces en particulier, c'était le Pera Palace à Constantinople, qui était véritablement l'hôtel de luxe idéal pour ces voyageurs. Et le menu montre aussi, à la fois par la photographie qui montre une ville d'Istrie, ou par la référence, vous voyez, dans la calligraphie, au style Art Nouveau, donc vraiment très anticipateur de nouvelles modes, de nouvelles tendances, qui fait que la perception que les voyageurs et les mangeurs ont au wagon-restaurant, c'est la perception d'être à l'avant-garde, d'être vraiment dans un style qu'il aurait proposé, qui les distingue, qui les discrimine socialement. Et ça a contribué largement au mythe. Alors le menu, ensuite, quand on se penche plus précisément, et on va finir sur ces aspects-là, le menu, c'est l'illustration de la construction du mythe alimentaire. Est-ce que cette restauration dans l'Orient Express était une restauration vraiment gastronomique ? Alors, quand on prend l'exemple du menu de 1910, que je mets sous vos yeux là, on peut lire ce menu de deux manières. D'un côté, il y a effectivement la dimension gastronomique qui se rapporte à la norme gastronomique digne d'Escoffier. C'est-à-dire que l'on voit dans la proposition du menu un service qui va être fait à la russe avec la déclinaison de 5 plats au minimum, la mention de certains plats qui renvoie à une pratique culinaire qui est déjà très fixée, très normée et qui incarne la cuisine française, la cuisine internationale française. Par exemple, les abricots à l'impératrice, dont la recette est arrêtée par Jules Gouffet en 1873. Donc il y a là vraiment la référence à des classiques de la cuisine française. Et puis il y a la désignation de l'internationalisme qui renvoie aussi aux mangeurs cette sensation d'être dans un train hors du commun. Figure à la fois l'Espagne par le potage andalouse, l'Italie avec le mulet bouilli au capre, puis la France évidemment avec son aristocratique Saint-Germain qui apparaît dans le menu. Bon, il y a donc cette dimension, vous voyez, de référence à une cuisine française qui est en fait la cuisine internationale que l'on retrouve dans les palaces. Et donc le standard gastronomique qui est proposé, c'est celui-là. Celui qui commence à être critiqué dans l'entre-deux-guerres comme étant une cuisine relativement pénible à supporter. Et puis de l'autre, et on voit la modernité de l'Orient Express, mais aussi de ces voitures-restaurants d'une manière générale, de l'autre, l'expression d'un goût qui passe par les industries alimentaires. On voit des marques qui sont réputées, Suchard, Van Houten, les champagnes, les eaux minérales comme Evian ou Apollinaris. En réalité, il faut voir que cette voiture-restaurant était aussi une vitrine marchande particulièrement importante. Donc, les expressions, ou les récits, ou les commentaires qui ont été faits sur cette voiture-restaurant participaient aussi d'une stratégie commerciale qui consistait à mettre en valeur ou mettre en avant un certain nombre de marques. La marque Evian, par exemple, exigeait qu'il y ait sur toutes les tables avant le service une bouteille d'Evian à disposition. La marque de sel Cerebos distribuait gratuitement des salières à tous les convives. En réalité, la voiture-restaurant, c'est une vitrine absolument extraordinaire, et l'Orient Express en particulier,
Parce que c'est à la fois un cadre de luxe, on pourrait évoquer l'alique par exemple, et le décor général, mais c'est aussi un cadre qui a des fonctions marchandes particulières. Il s'agit de capter une clientèle qui peut être une clientèle prescriptrice. On ne dirait pas une clientèle d'influenceurs ou d'influenceuses, mais une clientèle prescriptrice. Et donc les marques trouvent un avantage à aller sur ce terrain pour compléter en fait la dimension gastronomique. Alors, est-ce que la gastronomie était bien réelle ? Il faut avoir présent à l'esprit un certain nombre de critiques. Et en allant de nouveau vers Gallica, La vie parisienne, en 1896, décrit la clientèle du wagon-restaurant et évoque des snobs qui trouvent la nourriture infecte et dégoûtante. Le jeune ménage qui, lui, n'y connaît rien, donc trouve tout bon. Le plat qui revient tous les jours, la longe de veau jardinière. Et donc un certain nombre de voyageurs commencent à en avoir assez de la longe de veau jardinière. Le dessert invariable, les pommes, les oranges gâtées et les amandes sèches, pauvreté du dessert. Et puis surtout cette mention, si vous êtes amateur de thé, il y a un moyen d'en avoir du passable. Dans une ancienne petite boîte à sucre d'orge, vous emportez votre thé et vous vous en versez dans la théière qu'on vous apporte. Bon, donc il ne faut pas se laisser abuser par la dimension gastronomique. Il y a bien une dimension gastronomique, mais cette dimension gastronomique, elle peut être plus un reflet de l'image que le réel qui est consommé. Et puis un certain nombre de plats devaient être difficiles à exécuter parce que la cuisine n'était pas très large, et puis parce que faire venir le plat dans la salle de restaurant était soumis aussi à la pratique, à l'habileté, voire aux acrobaties des serveurs. Et donc là, on ouvre un autre volet qui est de savoir si l'Orient Express tire sa réputation de la cuisine ou tire sa réputation du service. Alors quand on voit, quand on prend sur un blog delcamp.net cette présentation du personnel de l'Orient Express, eh bien on voit bien le jeu de rôle qui s'articule. Il y a au centre ceux qui ont la fonction de commandement dans la distribution du service au sein de l'Orient Express. On voit sur les côtés ceux qui ont un rang que leur costume ou leur casquette désigne comme moins important. Et puis surtout, on voit que les cuisiniers sont derrière. Et les cuisiniers, que ce soit le chef ou son assistant, son aide cuisinier, en réalité sont nécessairement en retrait. Ils sont nécessairement en retrait parce que l'apparence, c'est le prestige de la salle. C'est dans la salle que se joue la scène de théâtre. Et le cuisinier, lui, doit assurer une prestation, mais une prestation avec des coûts qui doivent être nécessairement décroissants. Parce que le fait d'emporter un certain nombre de provisions, d'emporter une vaisselle, d'emporter des moyens pour cuisiner, dans des parcours qui sont relativement longs, sans forcément avoir l'assurance de pouvoir réapprovisionner, invite le cuisinier à faire avec ce qu'il a. Et surtout, la cuisine prend de la place. L'office représente à peu près 5 mètres carrés pour une voiture qui garde à peu près 17 mètres carrés à la salle de restauration. Donc un certain nombre de besoins de la cuisine sont limités par le fait que l'office et l'espace pour cuisiner est vraiment petit. Alors il faut bien aussi avoir à l'idée que la voiture restaurant est particulièrement lourde. En étant particulièrement lourde, elle engendre des frais de traction spéciaux, elle use le ballast, et donc elle est finalement un service obligé, mais c'est un service coûteux dont on essaye de se défaire. Et progressivement, toutes les compagnies, et sur l'Orient Express c'est la même chose, toutes les compagnies ont cherché à améliorer les performances de la cuisine en passant non pas par les performances du cuisinier, mais par les enjeux techniques. Alors ces enjeux techniques, c'est par exemple avoir une cuisine électrique, comme l'on voit dans la présentation de cette publicité pour le Flying Scotsman qui circulait en Angleterre, où la promotion qui est faite de la voiture restaurant, vous voyez, ne passe pas là par le service, ne passe pas non plus
par le cuisinier, mais passe par la modernisation technique et le fait que cuisiner avec l'électricité, c'est véritablement être à l'avant-garde. Donc progressivement, le mythe gastronomique et culinaire qui était incarné par le service à table, service qui présentait aussi parfois ses défauts dans certains tournants, progressivement, le mythe culinaire se déplace sur des enjeux techniques qui doivent devenir le support de la conversion de la restauration. Ça se fait dans une concurrence qui est véritablement générale, c'est-à-dire d'un côté les buffets qui développent leur compétition en essayant de garder une clientèle ou d'attirer une clientèle, et vous voyez la présentation du buffet Pullman qui là aussi utilise les ressorts de l'art pour pouvoir attirer et rehausser le style du buffet, en même temps que les grandes compagnies internationales cherchent à donner une image parfaite de la restauration en voyage. Et vous voyez dans ce chemin de fer national du Canada la table qui est mise dans les années 20 avec une orfèvrerie qui est digne des meilleures tables gastronomiques. Donc la compétition se joue autour de ça, et l'Orient Express est resté dans les images parce que l'Orient Express a été le premier train à mettre en place, à mettre en œuvre ces différents éléments. Alors je conclus sur deux éléments. En fait, la notoriété de la Compagnie des Wagons-Lits, à travers les récits et toutes les traces patrimoniales qu'on en a, laisse penser que la restauration ferroviaire était toute intégrée, toute incarnée par cette voiture-restaurant. C'est doublement faux. D'abord parce que la voiture-restaurant, c'est un marché extrêmement faible, qui porte sur de toutes petites clientèles. Et donc l'image est inversement proportionnelle à la réalité du marché. Et puis deuxièmement, parce que la nature même des mobilités a laissé une sorte d'image nostalgique de cette restauration dans l'Orient Express ou dans la voiture-restaurant, mais en réalité, la mobilité a engendré aussi le développement de la restauration en ville, le développement commercial de zones de chalandise dans les quartiers de gare, et que le fait de se nourrir en voyage passait par autre chose que ce qui progressivement est apparu comme étant un lieu en fait très compassé. C'est-à-dire qu'il y a une image de l'Orient Express et une image de la voiture-restaurant qui s'est imposée comme une illustration de la bienséance à table et d'un voyage de luxe. Et en réalité, ça n'était qu'une toute petite pointe de l'iceberg. La restauration ferroviaire, sous le niveau de la mer, était beaucoup plus importante, avec des formes beaucoup plus modestes et beaucoup plus simples. Alors si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, je vous renvoie à ces deux ouvrages que je me suis permis de présenter. Et puisque l'un de nos orateurs n'était pas là, eh bien, ça permettra éventuellement de compenser certains aspects. Merci. Alors l'exploration que je vais vous présenter maintenant va être bien plus modeste que ce qu'on a entendu précédemment, qui était passionnant. Donc merci beaucoup. Et moi je vais vous parler depuis mes fonctions à la Bibliothèque nationale de France, au sein du département sciences et techniques, donc où on a en charge les collections scientifiques et techniques, parmi lesquelles donc la gastronomie qui figure dans la classification d'IWE parmi les techniques. Et donc ma proposition, c'est de découvrir une partie des fonds de la BNF à bord de l'Orient Express, ou inversement de découvrir l'Orient Express à bord de Gallica. Et en quelque sorte de prolonger les échanges de ce soir, de vous permettre de les prolonger depuis chez vous, puisque ces collections, elles sont numérisées. Et elles sont en accès libre, gratuit, en ligne, donc dans la bibliothèque numérique de la BNF Gallica. Et donc cette proposition que je vous fais ce soir, c'est aussi de vous montrer l'interface et ses fonctionnalités pour que vous puissiez retourner y voir tout ce qu'on va regarder ce soir. Donc dans Gallica, vous avez aujourd'hui plus de 9 millions de documents numérisés qui sont de plusieurs types. Donc on va trouver des livres, de la presse, des manuscrits, mais aussi des cartes, des photographies, des estampes, des partitions, des enregistrements sonores, des vidéos. Et donc c'est la variété de ces collections qu'on va tâcher d'explorer. Le tout essentiellement libre de droit, même s'il y a quelques exceptions.
donc c'est-à-dire des documents, pour simplifier, qui sont mis en ligne 70 ans la plupart du temps après la mort des auteurs, ou pour la presse 70 ans après la parution des titres. Ce qui explique que, par exemple, on ne trouvera pas d'Agatha Christie, de Crimes de l'Orient Express ce soir dans Gallica, mais dans quelques années, oui, lorsqu'elle sera entrée dans le domaine public. Alors, je vous parle de Gallica comme la bibliothèque numérique de la BNF, c'est vrai, mais on numérise aussi dans Gallica les fonds de plus de 270 partenaires, dont certains vont particulièrement nous intéresser ce soir, comme la bibliothèque de Dijon, j'y reviendrai, mais également l'école des ponts et chaussées, le fonds cheminot, etc. Donc on aura l'occasion de voir différents documents qui viennent véritablement compléter nos fonds, le but de l'entreprise étant de ne pas numériser les choses deux fois, donc de se concerter au niveau national et parfois international pour avoir des collections en ligne cohérentes, non redondantes. Et puis la BNF a beaucoup de choses, mais pas toujours tout, donc ça nous permet aussi d'aller compléter nos collections et de construire une sorte de bibliothèque idéale autour de thématiques, et notamment celle des transports ou du patrimoine gourmand. Alors, je vous fais un tout petit peu d'histoire de Gallica, pas pour le plaisir, mais aussi, enfin, quoique l'histoire en soit tout à fait amusante, mais aussi parce qu'il faut connaître cette histoire pour bien naviguer dans Gallica et surtout comprendre comment s'en servir, comment chercher et comprendre la nature des documents qu'on y trouve. Pourquoi ? Parce que Gallica soufflera bientôt ses 25 bougies, ce qui est très jeune à l'échelle humaine, mais assez ancien à l'échelle numérique, et que le projet de 1997 et celui d'aujourd'hui sont très différents. Donc et donc les strates de numérisation que vous allez trouver dans Gallica sont assez différentes. En 1997, quand on numérisait déjà des ouvrages qu'on avait en plusieurs exemplaires parce qu'on les massicotait pour pouvoir les numériser. Donc inutile de dire qu'on ne numérisait pas de précieux comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'abîme plus les documents qu'on numérise. On numérisait en noir et blanc, dans une qualité qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Et surtout, on avait à peu près à l'ouverture de la bibliothèque numérique 5000 documents consultables, donc une sorte de bibliothèque numérique de l'honnête homme, facile à appréhender pour un individu, l'équivalent d'une bibliothèque physique en quelque sorte. Et on numérisait sans reconnaissance optique de caractère, technologie qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire que vous pouviez chercher à partir des métadonnées du document, titre, auteur, etc., mais pas à l'intérieur du document. Or, on va le voir, ça ouvre évidemment des possibilités de recherche décuplées, de pouvoir faire des recherches sur les contenus des documents. Pour autant, les documents qui ont été numérisés de cette manière, nous sommes des bibliothécaires, nous ne les jetons pas, donc ils sont toujours consultables en ligne quand ils n'ont pas été mieux numérisés depuis. Et même si, évidemment, il est prévu d'avoir, par exemple, cette possibilité de rechercher dans les textes pour tous les documents à terme, cela se fait progressivement. Donc aujourd'hui, voilà, on le verra dans les exemples convoqués, on l'a d'ailleurs un peu aperçu tout à l'heure dans la présentation, on a des qualités de numérisation qui varient. Mais aujourd'hui, on numérise en haute définition, en couleur, parfois en 3 dimensions, enfin on n'a pas du tout les mêmes approches du document aujourd'hui. Et donc, pour comprendre quand même ces transformations, j'ai mis le jalon de 2005, qui est vraiment le moment clé de l'histoire de Gallica, qui est paradoxalement le projet de Google Books de numérisation massive de livres, qui suscite à l'époque la réaction du président d'alors de la Bibliothèque nationale de France, Jean-Noël Jeannet, qui insiste sur l'importance de maintenir un accès public à ce patrimoine et qui persuade la puissance publique et l'Europe d'investir massivement dans la numérisation de masse. Et c'est là qu'on va voir le changement d'échelle qui nous conduit aujourd'hui à avoir 9 millions de documents numérisés. Alors tout l'enjeu ensuite, c'est vraiment de s'y retrouver. Maintenant qu'on en a autant, vous le verrez, on a facilement du bruit, comme on dit, beaucoup trop de résultats, ça peut être un risque. Mais justement, l'objet de cette communication, c'est à travers l'exemple de l'Orient Express, de vous montrer de quelle façon on peut contourner cette difficulté. Alors j'ai pris un exemple, voilà l'interface que vous trouverez face à vous si vous faites une recherche simple.
Donc, je ne sais pas si j'ai un pointeur visible, voilà. Vous voyez ici, je me suis contentée d'entrer Orient Express dans la barre de recherche simple de Gallica, ce qui est tout à fait possible. Mais le risque, c'est que vous allez avoir, vous voyez, 62 500 résultats, potentiellement avec du bruit. Donc, deux possibilités. Soit utiliser déjà dans un premier temps la recherche tout simplement avec des guillemets pour demander une recherche exacte. Donc, pas un document avec quelque part Orient, quelque part Express, mais vraiment cette suite de caractères précises. 2500 résultats, c'est déjà mieux. Et puis, ici à gauche, la possibilité de filtrer les résultats, notamment par type de document, manuscrit, carte, partition, par exemple. C'est des choses qui peuvent tout de suite vous intriguer et vous intéresser. Mieux encore, je ne sais pas s'il est suffisamment visible ici, mais je vais... Non, pas très bien, on ne voit pas très bien. Le formulaire de recherche avancée, en tout cas que vous trouverez dans toutes les barres de Gallica en haut à droite, et là qui va vous permettre de manière assez classique, que vous connaissez sans doute bien, de combiner des critères de recherche, auteur, titre, type de document, période d'édition, etc., qui vont vraiment vous aider à resserrer vos résultats. Donc j'ai pris l'exemple d'Edmond About. Là, il est vraiment très pertinent. On ne trouverait pas de toute façon en tapant Orient Express dans Gallica. Donc il est très pertinent d'utiliser la recherche avancée, auteur-titre, et de le trouver immédiatement. Donc dans une qualité de numérisation assez ancienne, comme vous pouvez le voir, mais avec la possibilité quand même là avec une couche de reconnaissance optique de caractères qui vous permet quand même de faire de la recherche à l'intérieur de ce texte. Avec la petite, j'en profite puisqu'on voit l'interface, la petite loupe qui se trouve ici. Autre outil très utile pour qui veut chercher dans Gallica, donc ça se situe ici, c'est la recherche par proximité qui va vous permettre de vraiment demander de combiner deux termes à proximité, c'est-à-dire pour ce qui est des recherches dans la presse, notamment dans le même article. Ce qui vous intéresse, c'est vraiment de trouver des contenus qui, par exemple, ici, combinent le terme express, puisqu'on l'a vu, l'Orient Express a eu plusieurs noms, et donc on va essayer avec Express à 10 mots de Nigel Makers, donc son créateur. Et là, on obtient 34 résultats, tous pertinents, et qui vont vraiment là vous permettre de dépouiller et de faire parfois vos propres trouvailles. C'est aussi une des conséquences de cette numérisation de masse que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'au préalable, c'était des conservateurs qui préparaient la numérisation en faisant des sélections de documents. Quand on est passé à des échelles différentes, on a numérisé des magasins entiers, ce qui donne une masse de documents parfois très peu connus, accessibles en ligne, et qui permet, c'est le côté assez excitant aussi de la recherche dans Gallica, de parfois trouver des choses plus surprenantes que d'autres. Donc sur cet exemple, j'ai trouvé 3 articles. C'est peut-être ça qui vous amusait. Donc l'un sur un démenti formel sur une rumeur d'attaque de brigands contre l'Orient Express. Donc ni crime ni attaque de brigands jusqu'à nouvel ordre. Un autre tiré de l'année mondiale illustrée, donc avec une photographie de l'intérieur d'un wagon. Et puis la nécrologie de George Nigel Makers dans le monde illustré, donc avec son portrait. Donc pour vous montrer une autre fonctionnalité. Bien sûr, un point très important lorsque vous faites vos recherches, varier les termes recherchés, trouver des expressions synonymes, et au fil de vos recherches, découvrir la manière dont le train pouvait être désigné. Donc j'ai pris l'exemple du train éclair. On retrouve donc la trace de ses premiers essais en 1883. Une caricature de Robida, pas très visible ici, mais qui est amusante, où il pointe le désagrément des trains de nuit qui donnent mauvaise mine aux femmes. Et puis, ou des illustrations comme celle-ci, le déjeuner dans le wagon-bar, qui date de 1900. Et donc c'est voilà une autre manière d'appréhender les choses, qui vous montre que de fil en aiguille, en général, quand vous commencez à vous prendre de passion pour le petit jeu de recherche que je suis en train de décrire depuis tout à l'heure,
il se peut que vous restiez tard dans la nuit et que ça vous emmène aussi loin que l'Orient Express. Mais il arrive aussi que vous ne sachiez pas exactement ce que vous êtes venu chercher dans Gallica et que vous souhaitiez aussi y trouver des choses plus surprenantes. Donc c'est en ce sens qu'on a créé aussi pour les utilisateurs les sélections de Gallica. Donc j'en évoquerai deux ce soir. La première, c'est celle dédiée au transport. Donc ces sélections, c'est la même chose, elles sont sous la barre de recherche, vous les trouvez depuis toutes les pages du site, avec une entrée d'index, une entrée par type de document, une entrée par aire géographique et une entrée par thématique. Donc ici, si vous allez dans les thématiques, au niveau des sciences puis des transports, vous accédez donc à cette page dédiée au transport avec ensuite des sous-catégories, donc page dédiée au transport aérien, à l'automobile, au transport en commun urbain tel que le métro, au transport fluvial et maritime, ou, et c'est là qu'on va se diriger maintenant, au chemin de fer. Même logique à chaque étape, jusqu'à la fin, jusqu'à vous amener jusqu'aux documents pertinents. Pour le chemin de fer, la presse spécialisée, vraiment une source très importante, les documents relatifs au métier du rail, conducteur, aiguilleur, les documents sur les locomotives, le matériel, et puis une frise chronologique qu'on aime bien en proposer dans chaque parcours, qui relate, qui recontextualise les différentes étapes chronologiques du chemin de fer, en remontant le temps ici à gauche, et une page dédiée aux infrastructures et ouvrages d'art, donc les ponts, les viaducs, les gares, etc. Donc à chaque fois, vous aurez une liste de documents derrière, mais des documents pertinents, donc bien souvent venus de nos partenaires, comme vous le voyez ici. Et puis, la page qui va nous intéresser, là, dans notre cheminement, dédiée aux compagnies de chemin de fer et trains emblématiques. Donc là, on va, nous, aller voir l'Orient Express, mais en réalité, il serait tout à fait agréable d'aller aussi voir du côté des autres compagnies, comme on l'a un peu fait jusqu'à maintenant ce soir. Donc là, je vous montre ensuite ce qui se passe si on clique sur l'Orient Express. Et on a là, je les ai classés par date d'édition croissante. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils sont classés, par défaut dans nos sélections, un certain nombre de documents qui vont nous renseigner sur notre sujet. Donc je vous propose d'aller en voir un certain nombre, à la fois manière de vous faire découvrir l'interface, mais surtout de découvrir de plus près leur contenu. Donc le premier, c'est ce Paris-Constantinople-Brousse par l'Orient Express de 1887, qui a vraiment pour fonction de donner des informations pratiques aux voyageurs. Alors par exemple, il lui dit bien au démarrage, attention, cet itinéraire n'a pas pour prétention de remplacer les guides spéciaux qui détaillent par le menu et pour chaque localité tout ce qui est à voir, intéressant ou non. Mais finalement, il s'agit aussi de rappeler aux voyageurs certains de ses devoirs. De son côté, le voyageur voudra bien faciliter la tâche de la compagnie en observant les conseils que nous lui donnerons dans son propre intérêt, surtout en ce qui concerne les visas de passeport, règlements de police, de douane, etc. C'est vrai que c'est un aspect non négligeable du voyage. Et puis, ce démarrage du texte, donc vous n'en voyez qu'un petit bout ici, donc je vous en lis un tout petit peu plus. Nous entreprenons un voyage dont le parcours entier est de 6500 km environ. Il est donc tout naturel qu'au moment de monter en wagon, nous ne soyons pas sans appréhender la fatigue d'une excursion aussi longue, mais dès le départ, l'aspect du train d'Orient est bien fait pour dissiper et sans retour toute inquiétude à cet égard. Et s'ensuit des descriptions très très précises de comment vont se passer les choses pour un voyageur éventuellement inquiet du déroulé. Donc à 7h30 du soir, gare de l'Est, le train d'Orient quitte Paris pour Vienne. Quelques minutes avant l'heure du départ, nous présentons notre coupon au chef du train qui s'empresse de faire placer dans la cabine qui nous est réservée nos colis à la main, etc. etc. Donc vous voyez, pour qui veut voyager dans le temps et refaire le voyage, mais là aussi, en effet, dans sa version mythifiée et sûrement assez publicitaire, les choses sont possibles, mais ce qui nous permet de faire le voyage idéal. Donc pour résumer, notamment la première journée, ils le disent tel quel, cette première journée est un vrai délice.
Ce beau panorama se déroule dans des conditions de fraîcheur et de ton exquis tout à fait exceptionnels. Sous le soleil, la verdure empreinte des nuances remarquables. On voit que les choses sont largement idéalisées. J'ai mis quelques autres extraits ici, mais voilà, le mieux est encore d'aller le lire. Et puis dans le même ouvrage, on trouve aussi une carte qui précise le voyage, donc sur laquelle vous pouvez zoomer, que vous pouvez aussi faire pivoter pour mieux comprendre cette légende, notamment qui explique les trajets par journée. Autre document qu'on a aperçu tout à l'heure dans votre présentation, Jean-Pierre Villiot, ces épreuves d'affiches avec 2 variantes, donc le titre en jaune, le titre en rouge. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve très fréquemment dans Gallica, les différents états aussi d'une affiche qui sont intéressantes. On retrouve cette question de l'itinéraire aussi sur ces affiches. Puis ça vous montre aussi une forme de variété de documents qu'on va pouvoir trouver. Et puis ici, donc en vue mosaïque, qui vous permet d'avoir une sorte de feuilleter en quelque sorte l'ouvrage, un ouvrage plus tardif, Simplon Orient Express, donc qui date de 1930-1931 et qui est lui en 4 langues, français, allemand, anglais et italien, et qui présente à la fin ces planches, je zoome dessus pour les montrer, illustrées, qui permettent vraiment de se figurer la nature du parcours. Voilà quelques exemples de documents qu'on peut trouver. Alors ceux qu'on vient de voir là sont entièrement dédiés à l'Orient Express, c'est pourquoi ils se trouvaient dans ces sélections. Mais en réalité, on va trouver énormément d'informations sur l'Orient Express dans d'autres types de documents plus généralistes. Et c'est pour nous l'objet des billets de blog Gallica. Donc Gallica, la bibliothèque numérique Gallica a un blog sur lequel on publie 5 à 10 billets par semaine, donc un volume important de publications. L'objet de ces billets, c'est vraiment de remettre en contexte les documents numérisés, de les faire vivre et de donner à voir la richesse des collections qu'on ne percevrait pas toujours uniquement avec des méthodes de classement classiques. Bref, on utilise l'intérêt des liens hypertextes pour se déplacer plus vite et plus facilement dans les collections. Et donc l'année dernière, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine qui étaient dédiées au patrimoine ferroviaire, on a fait 2 billets sur ce sujet. Ma collègue en charge des sciences de l'ingénieur, Chloé Coutour, a écrit sur dormir à bord des trains et moi sur le fait de manger à bord des trains, la naissance des wagons-restaurants, où on va retrouver un billet, je ne vais pas vous le détailler, mais je vais repasser quelques documents en revue à titre d'exemple et on va retrouver des choses qu'on a évoquées précédemment. Donc notamment l'évocation d'autres wagons-restaurants. Ici, par exemple, donc en 1875, le chemin de fer du Pacifique. Et ce qui est assez amusant aussi, les réactions que cela suscite chez les différents, auprès de différents publics. Par exemple, Émile Malézieux, ingénieur en chef et professeur à l'École nationale des ponts et chaussées, qui effectue une mission en 1870 aux États-Unis et qui rentre assez peu enthousiaste. Donc là, le mythe se trouve brisé. Les repas sont trop chers. On payait $1 pour un déjeuner qui lui coûtait 75 cents à un buffet du chemin de fer. Mais à l'inverse, un journaliste du Petit Figaro qui, lui, se réjouit. Pourquoi ? Parce qu'il détaille les inconvénients qu'on a évoqués tout à l'heure du buffet, le fait de manger brûlant, voire de ne pas manger du tout, puisqu'on est le temps de passer commande et d'être servi, la cloche sonne et il faut retourner à bord. Donc c'était l'occasion dans ce billet de convoquer un auteur gastronome de la fin du 19e siècle, Châtillon-Plessis, héritier de Grimaud de la Reynière et de Brillat-Savarin, qui s'attarde assez longuement dans cet ouvrage, La vie à table à la fin du 19e siècle, sur l'expérience de manger à bord des trains. On reverra plus loin ce qu'il nous en dit, mais il commence par évoquer un buffet de gare idéal qu'on voit ici. Donc là, on voit des marmitons qui s'affairent, sans doute de quoi réjouir les papilles, mais on est très loin, là aussi, de l'expérience réelle d'un voyageur.
On voit bien sûr donc ensuite l'apparition de l'Orient Express. Je ne reviens pas sur tout ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, mais je me penche plutôt sur des sources qui sont utilisées dans ce billet et qui sont particulièrement intéressantes, notamment la Revue générale des chemins de fer, où on va trouver par exemple le récit des premiers essais de ce train de luxe en 1882. C'est ce qu'on voit ici en haut de l'écran. Et qui précise donc tous les intérêts, le gain de temps, le confort, et puis la liberté de pouvoir manger à l'heure qu'on souhaite, et puis lutter contre la fatigue et l'ennui du voyage, c'est aussi un argument intéressant. Et surtout, on va trouver toujours dans la même source les plans du train. Donc ici, la voiture-restaurant pour 24 personnes, et puis ici, un plan rapproché de la salle à manger, donc, ce qui nous permet vraiment de voir la petite taille de la cuisine et de l'office, et puis les salles, et puis comment elles étaient situées, donc avec les salles à manger de part et d'autre en 1882. Puisqu'ensuite, on trouve cette documentation au fil du temps. Donc, par exemple, ici, là, c'est en 1906, toujours dans la même revue, l'inventaire détaillé du matériel dont disposaient les cuisiniers. Donc, vous voyez à la fois la saveur des textes, je trouve pour ma part, la précision des images et toutes les informations qu'on peut y collecter. Un fourneau avec bain-marie et réservoir à eau situé à la partie supérieure, sous la toiture, etc. Vous pouvez vraiment vous reconstituer l'espace à la lecture de ce texte. Je ne le lis pas intégralement pour ne pas vous assommer, mais je trouve que le pouvoir d'évocation est toujours assez agréable à redécouvrir. Et puis l'office fermé, donc avec les armoires pour l'argenterie, les bouteilles et les provisions, un lave-verre, deux glacières, des étagères, des supports à verre, etc. Ensuite, cette image, on l'a vue tout à l'heure, mais cette fois c'est une reprise dans l'univers illustré. Donc d'autres wagons-restaurants, donc par exemple en Angleterre, au Portugal, ici, où ça nous permet aussi de voir évoluer la configuration de l'intérieur du wagon au fil du temps. Ici, donc, une voiture en 1906 de la Compagnie internationale des wagons-lignes, avec son style Louis XV, son bois d'acajou, la marqueterie, etc. Et puis là aussi, les descriptions qui viennent avec pour nous aider à lire les images qui sont, comme ici, pas toujours d'une grande, pas toujours si facile à lire. Évidemment, une fois planté ce décor, là aussi, on a envie de savoir ce qui était servi à table. Donc ici, on a notamment un menu conservé à la bibliothèque municipale de Dijon, qui a une très importante collection de menus qui sont numérisés et consultables via Gallica. Et puis on va trouver aussi d'ailleurs dans Gallica les menus de la Bibliothèque nationale de France, qui a aussi plus de 12 000 menus, souvent illustrés d'ailleurs, qui sont en cours de numérisation. Et donc rassemblés également donc dans une autre sélection dont je vais vous parler très bientôt. Donc là, je n'y reviens pas parce qu'on a évoqué les différentes spécialités qui pouvaient être servies, dont on trouvera plusieurs illustrations dans Gallica. Mais je reviens à Châtillon-Plessis et à sa vie à table à la fin du XIXe siècle, puisqu'il nous décrit notamment un repas présidentiel. C'est le menu que vous voyez là d'ailleurs. On a l'image de ce dîner présidentiel en 1894 dans un wagon-restaurant. Et surtout, cette citation que je vous ai mise ici, sa description de ce que cela représente de manger en mouvement, en regardant le paysage. Alors lui est beaucoup plus optimiste sur la qualité de la digestion que cela procure, puisqu'il y voit justement un avantage. L'estomac semble plus élastique, mieux disposé à recevoir et à fonctionner. On a l'intuition d'une parfaite digestion et la satisfaction des yeux s'en accroît d'autant. Donc je le crois sur parole, dans l'attente impatiente de pouvoir moi-même aller vérifier cet aspect des choses. Et puis, on parlait justement des menus
Et c'est l'occasion pour moi, et aussi parce que je pense que tout le monde commence à songer au plaisir de la table à cette heure-ci, de vous présenter d'autres sélections de Gallica. Donc cette fois-ci, dans le domaine des arts, loisirs et sports, où vous retrouverez le patrimoine gourmand, où on a essayé de rassembler justement tous ces documents relatifs au patrimoine gourmand qui sont de nature très très variée. Donc on va retrouver dedans les manuels de cuisine, les livres de recettes, les écrits gourmands. Alors je vous montre, là aussi on va retrouver une frise chronologique, un peu comme on l'avait vu pour les transports, mais cette fois vraiment pour décrire les différents âges importants et les différentes collections, avec des pages d'ailleurs dédiées, qu'on est en train de mettre en ligne, dédiées à des auteurs, aux plus grands auteurs, comme Escoffier par exemple, qui a maintenant une page dédiée. Et puis une page dédiée aux écrits gourmands, donc on va retrouver justement la littérature gastronomique, mais également les guides gastronomiques et la presse culinaire, qui peut s'adresser à différents types de publics, les professionnels, les ménagères et les gourmets en particulier. Des pages dédiées aux métiers, cuisine, boucherie, boulangerie, pâtisserie, avec pour chacun de ces métiers une page spécifique, une autre consacrée aux boissons, et enfin, mais il y a énormément de sous-pages, mais je ne vous accable pas de capture d'écran, la gastronomie en images, où on va retrouver notamment les photographies d'agences, agences de presse avec un vrai intérêt documentaire sur les métiers, ou les affiches publicitaires qui sont comme celles qu'on a d'ailleurs aperçues tout à l'heure, mais cette fois en matière d'alimentation, ou des images en lien avec les ustensiles et matériels. Alors pour finir, vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure dans ma liste de résultats, j'avais un enregistrement sonore que j'ai gardé pour la fin. Donc, alors je ne sais pas si ça va être... comme on n'a pas de connexion sur ce poste, j'ai prévu de vous la diffuser sur mon téléphone, donc on va voir ce que ça donne. Avec le micro, ça peut fonctionner. Donc c'est Express Orient gallo-imitatif, un document sonore des années 1900. Donc comme le titre l'indique, il va s'agir d'imiter le voyage. Donc Express Orient gallo-imitatif. Alors je vous la fais peut-être pas écouter en entier. L'extrait dure un peu plus de 2 minutes. Encore que c'est sympathique. Comme vous le souhaitez. Les voyageurs pour Salon Paris en voiture. Vous voyez l'idée, mais 2 extraits vont nous intéresser particulièrement. Au milieu du morceau, donc, hop. Allons, 10 minutes d'arrêt, buffet. Policier, apporte-moi des sandwichs. Oh oui, mon Anastasie. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais là, il y a un arrêt au buffet et quelqu'un est chargé d'une commission pour aller rapporter quelque chose à la dame. Et puis, donc ensuite, le train repart, donc re-sifflet, re-accélération, jusqu'à l'arrivée avec laquelle je vais conclure, et que je vous invite à bien écouter jusqu'à la fin, puisqu'elle va au-delà de ce qu'on imagine être la fin.
c'est pas gay. Alors dépêche-toi, viens vite, voyons. Un voyageur sans billet, emmenez-le chez le commissaire. Bon, j'espère que pour vous, le voyage n'aura pas été aussi pénible que pour nos voyageurs. Et voilà, et j'espère vous avoir montré avec ces différents documents à quel point le fait là de ne pas avoir que des livres numérisés, mais une grande variété de documents, pas encore malheureusement un wagon en 3 dimensions, mais peut-être un jour, aide aussi à redécouvrir ce patrimoine. Merci beaucoup à tous les deux pour ce très très riche voyage qui nous a été proposé, sonore, visuel, plein d'histoires et probablement plein de questions. Monsieur. Oui, bonsoir. Bon, je n'ai pas eu la chance de voyager dans l'Orient Express, mais je l'ai visité, Gare de l'Est, quand il était en exposition. J'ai vu ces magnifiques marqueteries, cristaux, etc. Mais je voudrais témoigner mon usage personnel du chemin de fer sur 2 lignes. Paris-Limoges, avec le Capitole, où il y avait un wagon-restaurant, et Paris-Nice, avec les wagons-lits, où on servait le dîner dans le compartiment. Je constate que depuis que les entreprises sont dirigées par des comptables qui, à la place du cerveau, ont une calculette, les services se sont absolument dégradés. Moi, qui ai du mal à rester debout, pour trouver un banc dans une gare, aujourd'hui, c'est pas mal. Merci monsieur, je pense qu'on sera probablement nombreux à vous rejoindre sur cette déception que l'on a désormais de monter dans les wagons-restaurants qui se font bien rares. Ceci dit, peut-être, moi, ça me fait penser, il y avait une question que je voulais en profiter, poser à vous deux. Je pense que Jean-Pierre Villot l'a bien montré. Au fond, le wagon-restaurant restitue le design du palace, le confort de la table, etc. Et est-ce que le wagon-restaurant n'a pas été aussi l'occasion, probablement plus tard, d'expérimenter de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, de nouveaux designs propres à la vitesse, au mouvement, voilà, ce type de... Parce que là, on a vraiment l'impression qu'au fond, c'est la salle du restaurant plantée, si je puis dire, dans un wagon. Et si on regarde aujourd'hui les rares et déplaisants endroits où on peut manger un mauvais sandwich, l'ergonomie des wagons a quand même beaucoup progressé aussi. Merci Pierre. En fait, la question que vous posez, Pierre, c'est une question essentielle du point de vue de l'histoire de la restauration ferroviaire, parce qu'on peut considérer que la restauration ferroviaire a suivi son temps et s'est contextualisée. C'est-à-dire que le wagon-restaurant a engendré une demande un peu plus démocratique. Les wagons-bars sont nés pour, sur le réseau de banlieue ou sur de petits parcours, servir une prestation qui n'était pas une prestation gastronomique, mais enfin avoir une alimentation équivalente à un bar. Et puis ensuite, quand on se projette, quand on fait un saut dans les années 50 ou 60, la SNCF et son concessionnaire, la compagnie des wagons-lits, a inventé le Grill Express parce que le mouvement dans lequel allait le consommateur urbain était de consommer plus rapidement des nourritures, donc il fallait éviter le style un peu compassé du wagon-restaurant, parce qu'on a toujours une sorte de nostalgie du wagon-restaurant en imaginant qu'on est invité dans un 3 étoiles Michelin chez Passard et qu'on va être servi magnifiquement. En réalité, c'est pas exactement ça. Et donc, c'est une vision un peu nostalgique, mais qui occulte le fait qu'en effet, il y a eu une succession d'innovations techniques. Donc, j'évoquais le Grill Express, mais on pourrait faire encore un petit saut. Le train corail que toute l'assistance connaît forcément, puisque je le connais aussi, a été un des éléments clés de transformation de la restauration ferroviaire avec le choix d'un designer Talon qui a été célèbre dans d'autres occurrences et qui a inventé la voiture coach. Et la voiture coach, avec au lieu des compartiments, ce couloir central, finalement copié de l'avion, a engendré la nécessité d'introduire une restauration
en wagon qui était très différente par rapport au wagon-restaurant. Il n'était plus question de servir à la place, il n'était plus question d'avoir une voiture-restaurant, mais simplement une sorte de bar qui devait avoir des fonctions de convivialité et de restauration. Et la voiture Corail a aussi transformé le fonctionnement de la restauration, parce que les vendeuses ambulantes ou les vendeurs ambulants qui avaient un chariot sur le quai et qui permettaient de voir une boisson, un sandwich, des confiseries, etc. Avec la voiture Corail qui est climatisée, les fenêtres ne s'ouvrent plus, donc il n'est plus question d'attraper par la fenêtre quelque chose qui peut servir au ravitaillement. Donc la conception change complètement, et tout le design des bars TGV, en particulier sur le TGV Atlantique, il y a toute une réflexion qui a été faite et qui a été perçue par les premiers voyageurs comme un aliment de poubelle, en fait, était considéré comme très révolutionnaire dans l'accueil, dans la conception de la voiture. L'objectif n'est pas nécessairement de dégrader la prestation. L'objectif, c'est pour la SNCF en particulier, de concevoir une restauration qui soit alignée sur la restauration urbaine et une restauration qui ne soit pas coûteuse. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une exigence et une expérience qui est décevante, parce que la projection que l'on a sur la restauration en voyage, elle est toujours quand même avec cette image un peu rémanente du dining car de l'Orient Express que l'on a vu dans des films, etc. Et l'expérience du bar du TGV, à condition qu'il soit ouvert, ne rencontre pas la vision mythique que l'on a. Merci. Vous voulez compléter ? Non, simplement, ça me fait penser à des débats entreaperçus justement en faisant des recherches, cette fois-ci plutôt autour du bar, justement du wagon-bar et des risques, des aspects en lien avec le problème de sécurité si les hommes s'alcoolisent à bord des trains, et donc des débats assez vifs sur la pertinence d'avoir de tels services à bord. Voilà un autre aspect des choses, mais que j'avais trouvé intéressant, mais sur lequel vous... Une expérience à partager dans la salle sur le sujet, peut-être ? Enfin, voilà, c'est souvent intéressant de découvrir de quelle manière les contemporains abordent les choses et quel genre de polémiques s'en suivent. Technique, une petite question technique. On imagine qu'avec le ballast de l'époque, les trains devaient beaucoup brinque-baller, donc on peut imaginer que les verres et les services devaient être assez compliqués. Est-ce qu'il y a un moment une interrogation sur l'ergonomie de la voiture pour que le service soit un peu moins pire, qu'on peut imaginer des pauvres serveurs qui doivent chalouper avec des différents plats bouillants, j'imagine, parfois. Est-ce qu'il y a, la cuisine va-t-elle entraîner peut-être un meilleur confort aussi, au moins dans cette voiture, ou pas ? En fait, il y a des innovations sur la rationalisation du fonctionnement dans la voiture. Alors ça vaut dans la cuisine, où par exemple chaque casserole avait une queue permettant de l'accrocher au fourneau de manière à éviter que la casserole pleine d'eau bouillante parte au premier virage. Et puis il y a donc toute une ergonomie qui est pensée pour pouvoir cheminer dans la salle de manière à porter avec plus de facilité et puis déposer les plats avec un système de vaisselle permettant de les transporter avec une certaine sécurité, toujours un couvercle, des anses particulièrement préhensibles, etc. Mais c'est une vraie question, parce que c'est un service qui doit être fait, justement il doit être fait en mobilité. Et donc ça supposait à la fois l'acrobatie, mais des témoignages qui m'ont été donnés m'ont expliqué que parfois l'assiette de petits pois arrivait relativement vide et qu'il y avait eu des pertes en ligne. Donc c'est un vrai enjeu technique. Oui, à propos du ballast, effectivement, je constate, puisque je prends aussi les trains de nuit, qu'ils n'ont plus des wagons-lits, hélas. Je constate qu'il y a des longs trajets, c'est Nice-Paris, hein, des longs trajets où on a l'impression d'être sur un nuage, et puis à d'autres moments, on est secoué comme des pruniers. Alors, est-ce que c'est la qualité du ballast qui est différente selon les tronçons ? N'étant pas ingénieur de la SNCF
je vais me défausser immédiatement, je suis historien et pas ingénieur, mais l'entretien du ballast, c'est effectivement un véritable problème, de même que les essieux des voitures sont un problème de maintenance et d'entretien qui fait que sur certains parcours, il y a plus de facilité. Moi, j'ai pu le constater sur l'itinéraire Paris-Tours il y a quelques années, où progressivement, sur le TGV Atlantique, le confort du voyage s'est dégradé. Mais c'est une question de maintenance, d'équilibre, de choix des voitures. C'est une question technique, là aussi, extrêmement complexe, dont il faut créditer la difficulté aux ingénieurs qui conçoivent ces parcours, parce qu'il y a d'autres pays dans lesquels le fonctionnement du train et le chaos du train est du départ à l'arrivée, avec des vitesses moindres. Donc il faut rendre justice aussi à l'existence du réseau ferroviaire français. En tout cas, sur une grande partie. On va peut-être revenir au sujet. Juste pour répondre avec ma casquette de bibliothécaire, mais pas pour la partie contemporaine, mais historique, mais je me reporterai largement au génie civil, mais qui est vraiment une source très importante et très précieuse, où vous allez trouver un maximum d'informations sur ces aspects techniques, souvent très détaillés. Et en effet, ils insistent bien au moment notamment de la création de l'Orient Express sur cette nécessité d'éviter les chaos et d'avoir une plus grande stabilité. Moi j'ai une question l'ensemble pour tout le monde. On peut aller Paris-Istanbul aujourd'hui dans un train de luxe? Prochainement, oui. Puisqu'il y a la réouverture de l'Orient Express par le groupe Accor et par le groupe LVMH, puisque dans quelques années, mois, on pourra refaire Paris-Venise et Paris-Istanbul. Voilà. 3 ans. Merci, madame. Est-ce que vous avez d'autres questions à nos... Ou réclamations à la SNCF? Non, mais peut-être vous aviez en tête, d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, en 2014, je crois qu'il y avait cette exposition. On pouvait d'ailleurs voir aussi 1 ou 2 wagons de l'Orient Express sur le parvis de l'Institut du monde arabe. Et il y avait notamment le wagon-restaurant qui était aux mains de Yannick Aleno, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Et je renvoie aussi à l'exposition il y a quelques années au Grand Palais de Louis Vuitton, qui montrait bien justement le développement de tout un accompagnement du voyageur, notamment par les malles, aussi bien l'automobile que le train, et puis après l'avion. C'est aussi une technologie en pointe sur la légèreté, de la malléabilité et autres. Donc il y a plusieurs questions sur l'accompagnement du voyageur dans le déplacement qui sont importantes. Oui. Bien, merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. À très bientôt. À la semaine pour prochaine. La suite de ces rencontres des Gobelins. À la semaine prochaine.